Je voudrais vous proposer une réflexion actualisée sur la manipulation des ethnies en Afrique, afin de prévenir les jeunes générations et éventuellement les anciennes sur le fait qu'il n'y a pas d'ethnie terroriste en Afrique, mais il y a une manipulation, une instrumentalisation des ethnies en Afrique. Dédicace spéciale aux lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun, qui s'organisent de plus en plus pour les grandes manifestations de la libération du Cameroun de la dictature de Paul Biya. Et qui, nombreux à travers le monde, se dotent des casquettes, des maillots des équipes nationales du Cameroun pour libérer le pays. Eki Jamli Kwengen, Eki Jamli Kwengen, Eki Jamli Kwengen. Alors, donnez cette émission à notre peuple, n'ayez pas peur. Nous allons parler d'un problème qui concerne toute l'Afrique. Il n'y a pas d'ethnie terroriste, mais il y a une manipulation des ethnies en Afrique. Il n'y a pas d'ethnie terroriste en Afrique, mais il y a une manipulation du phénomène ethnique en Afrique. Nous sommes le mardi 27 mai 2025 sur la Terre des Hommes. Il est bientôt 22h30 en Terre de France quand je prends la parole dans cet oratoire pour vous parler de la manipulation des ethnies et vous expliquer pourquoi il n'y a pas d'ethnie terroriste en Afrique. C'est un sujet extrêmement délicat, c'est un sujet pointu et il ne faut pas que les Africaines, les Africains se laissent tromper une fois de plus par les manipulateurs de l'ethnicité. Alors donnez cette émission au peuple africain, car la compréhension de la manipulation ethnique peut nous permettre de sauver des millions de vies qui sont manipulées, menacées, sacrifiées par des entrepreneurs politiques corrompus, véreux, incompétents, cyniques, sadiques, monstrueux, démoniaques. Et bien souvent, on le verra, au service d'intérêts étrangers à l'Afrique. Donnez cette émission la compréhension de la manipulation de l'ethnicité est une des clés du combat de la libération africaine. Dans mon pays natal, le Cameroun, si on réussit à libérer les Camerounaises et les Camerounais dans leur écrasante majorité de la manipulation de l'ethnie, cela va produire un grand peuple indomptable qui va se débarrasser en une seule grande mobilisation de la dictature multidécennaire de l'UNC-RDPC, qui a construit toute sa force sur la manipulation des ethnies du Cameroun, exactement comme la puissance coloniale française, britannique, allemande a construit sa domination africaine sur, entre autres, la manipulation de la diversité ethnique africaine. Le grand maître Jean-Bikoko Aladin nous met en condition de vous parler par les sons vibratoires de l'Asiko Bassa Bantou, de mon pays natal, le Cameroun. Ligwengen, Ligwengen. Ligwengen. Nous commençons dans moins d'une minute si vous continuez à partager massivement ce programme. Le quorum n'est pas atteint. N'ayez pas peur, donnez le programme au peuple. Il s'agit de la parole qui libère, du festival des vérités crues et de la distribution des pains spirituels de la liberté des Africains. Amis d'Europe, d'Asie, d'Amérique, vous qui êtes dans les grandes îles, des grands océans Atlantiques et Indiens,
cette émission est pour vous. La manipulation de l'ethnicité est un phénomène planétaire. C'est un phénomène historique très ancien. Nous, Africaines et Africains, où que nous soyons dans le monde, devons nous approprier la maîtrise scientifique de ce phénomène et reconnaître les manipulateurs à leur manière inimitable de s'asseoir. Mama ligwe o ligwe ngeng. Mama ligwe ngeng ngeng ngeng. Oh mama ligwe ngeng ngeng ngeng. Qui n'a pas donné encore l'émission sur son réseau? Cette question de la manipulation ethnique. J'espère que vous savez qu'elle est à l'origine des principaux génocides que le monde entier a connus, et notamment des principaux génocides que l'Afrique a connus. Quand on parle du génocide rwandais, par exemple, il faut que vous sachiez que ça n'aurait pas marché sans la manipulation de l'ethnie par des entrepreneurs politiques de bord insoupçonnable. Alors, les Africaines et les Africains doivent être outillés pour reconnaître la manipulation de l'ethnie comme étant l'un des plus grands dangers qui menacent la civilisation humaine en général, africaine en particulier. Je vais détailler le phénomène. Je vais vous donner un portrait robot du manipulateur ethnique. Il ne vous sera pas difficile de le reconnaître. Où qu'il soit, dans quelques pays africains qu'il soit, vous saurez au portrait robot du manipulateur ethnique que je vais vous proposer être outillé et armé contre ces démons, bien souvent habillés en col blanc, très honorables d'apparence, mais qui n'hésitent pas à jeter des peuples entiers sur les routes de la mort, uniquement pour assouvir leurs petits calculs intéressés et personnels. Je voudrais, mes chers amis, soyez les bienvenus, vous entretenir ce soir du phénomène de la manipulation de l'ethnie. Je voudrais vous démontrer qu'il n'existe pas d'ethnie terroriste en Afrique. Alors, vous pourriez vous demander, mais pourquoi tenez-vous à nous parler particulièrement de ce thème ce soir? J'en ai déjà parlé dans de nombreuses conférences depuis des dizaines d'années que je communique et que je contribue de toutes mes forces à l'éveil du peuple africain. Mais si je reviens sur ce thème ce soir, c'est après avoir fait une revue de l'actualité internationale et en particulier de l'actualité africaine. Je me suis rendu compte que les principaux médias de la presse néocolonialiste, eh bien française, étaient à nouveau en train de se faire les choux gras d'une espèce de théorie qu'ils veulent imposer dans les esprits en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et pratiquement dans toute l'Afrique. À savoir que la lutte antiterroriste à laquelle les pays africains sont contraints aujourd'hui serait en train de se transformer en une lutte d'extermination, eh bien, d'un certain groupe ethnique. C'est une ligne idéologique que vous pouvez repérer dans Jeune Afrique, dans RFI, dans France 24, dans TV5 et dans tous les médias qui reproduisent leurs dépêches de l'AFP. Partout. Vous vous rendrez compte que tous ces médias sont associés pour démontrer que la lutte antiterroriste, eh bien, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Nigeria, au Cameroun, au Tchad, en Centrafrique, même en République démocratique du Congo, etc., la lutte antiterroriste serait en train de se transformer en lutte contre les ressortissants d'une seule ethnie ou de certaines ethnies. Alors, c'est après avoir observé cette ligne éditoriale des grands médias, des puissances, eh bien, qui ont précisément perpétré les pires actes de barbarie contre les Africains, notamment à partir du 16e, 17e siècle, à travers la traite négrière, au 18e, 19e, à travers la barbarie de la pénétration coloniale, au 20e et jusqu'au 21e, à travers les agressions néocolonialistes, les coups d'État, les guerres civiles instrumentalisées, et aujourd'hui, à travers le phénomène de l'impérial terrorisme, c'est-à-dire
la création des groupes terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique afin d'attaquer l'Afrique sous couvert du voile du djihadisme, mais en réalité pour imposer une Afrique fragile et maintenir l'Afrique sous la coupe de l'OTAN et de ses alliés du Moyen-Orient. C'est en observant donc cette nouvelle ligne éditoriale qu'on trouve dans RFI, dans France 24, dans Jeune Afrique, cette nouvelle ligne éditoriale qu'on trouve chez TV5, cette nouvelle ligne éditoriale qu'on trouve dans l'AFP, dans tous les médias du système néocolonialiste français actuel. C'est en me rendant compte qu'ils avaient décidé à nouveau de réchauffer par tous les moyens possibles ce thème que je me suis imposé le devoir de réexposer les éléments élémentaires, les éléments de base de la compréhension de la situation ethnique en Afrique. De telle façon que les Africaines et les Africains vivant aujourd'hui dans le monde, vivant aujourd'hui à travers l'Afrique, ne se laissent plus jamais avoir par les grands manipulateurs d'ethnicité, que ce soit les entrepreneurs politiques locaux ou, bien sûr, les grandes puissances négrières, colonialistes, néocolonialistes et impérialistes qui, partout dans le monde, ont toujours, pour régner, divisé. Et pour diviser, ont toujours exploité la diversité socio-culturelle des pays qu'elles veulent attaquer afin d'imposer un chaos leur permettant d'imposer leur ordre à elles. Alors, commençons par rappeler que le mot « ethnie » est un mot de la langue française qui dérive du mot grec « ethnos » et qui renvoie à une communauté originaire d'une lignée. Cette lignée, bien souvent, identique en termes de références culturelles, en termes de territoire, elle possède bien souvent une histoire qui fait en quelque sorte le lien entre les individus. Cette identité est souvent liée également à une langue. Quand on fait en quelque sorte la pyramide de la société humaine, en allant de la plus petite cellule jusqu'à la cellule la plus grande, on commence par bien sûr l'individu humain, mais cet individu apparaît toujours à l'intérieur de la cellule de base de l'humanité qu'on appelle la famille. Quand il y a plusieurs familles qui sont rassemblées dans un espace, on parle d'un clan. Quand il y a plusieurs clans qui sont rassemblés dans un espace donné, on parle d'une tribu. Quand il y a plusieurs tribus qui s'assemblent en une communauté, on parle d'ethnie. Quand il y a plusieurs ethnies qui s'assemblent en une communauté, on parle de nation. Quand il y a plusieurs nations qui se rassemblent en une communauté, on peut parler de supranation, de communauté de nations ou de fédération de nations. D'accord? Donc voilà précisément les gradations. Et donc le concept d'ethnie est un concept ayant pour but de décrire la diversité de la société, la diversité de la culture. Il a pour but de décrire en réalité les manières par lesquelles les hommes créent un rapport original à l'espace. Rapport à travers la langue, rapport à travers l'habitat, la manière de construire leur maison, rapport à travers la religion, rapport à travers la vêture, le vêtement. Tout ce par quoi les hommes se distinguent les uns des autres, c'est cela qui a amené à l'élaboration de ces notions que vous entendez. La notion de famille, le père, la mère et les enfants. La notion de clan, c'est-à-dire un regroupement de familles. La notion de tribu, c'est-à-dire un regroupement de clans. La notion d'ethnie, c'est-à-dire un regroupement de tribus. Et la notion de nation, c'est-à-dire un regroupement d'ethnies, au-delà duquel on peut parler de supranation, on peut parler de fédération de nations, de communauté de nations. On parle aujourd'hui de l'organisation dite des Nations Unies, qui est en fait, à la base, constituée des familles humaines, des clans humains, les clans lesquels forment les tribus forment les ethnies forment les nations forment les supranations ou les fédérations de nations. Donc, l'existence de l'ethnie en tant que telle est un phénomène normal. Parce que, où que les hommes vivent, ils ont besoin de s'assembler en fonction de leurs ressemblances et de leurs différences. Vous voyez même qu'à l'intérieur d'une même famille, tout le monde n'est pas ami avec tout le monde de la même façon.
même les frères du même père et de la même mère, sont parfois plus complices l'un avec un autre, l'un avec tel autre qu'avec tel autre, l'une avec tel autre qu'avec tel autre. Donc en fait, je voudrais d'abord que tout le monde dédramatise le phénomène de l'existence des familles, des clans, des tribus, des ethnies et des nations. Cette existence-là est le témoignage du génie de l'homme dans l'espace et dans le temps. Puisque l'homme doit s'adapter à son environnement, il est obligé de créer sans cesse, à la fois de l'identique et du différent. C'est à l'intérieur de cette grande dynamique de l'invention, eh bien, de l'histoire, de l'évolution de l'histoire qu'apparaissent les ethnies. Et les ethnies apparaissent et elles disparaissent à travers l'histoire. Il y a des ethnies qui n'existent plus. Il y a des ethnies qui existeront plus tard et qui sont en train de se former. C'est un phénomène sociologique, c'est un phénomène social normal. Bon. Donc, ce n'est pas l'ethnie en tant que telle qui est le problème. Ce n'est pas le fait d'appartenir à une ethnie, de parler le Bassa, le Peul, hein, de parler le Serer, de parler le Hausa, de parler le Zarma, de parler le Bamileke, de parler le Congo, hein, de parler le Sango, ou de parler le Swahili, ou de, je ne sais pas, d'être un Kosa. Ce n'est pas le fait d'être un Baluba, hein, ou un Lari, ou un Yoruba. Ce n'est pas cela qui est le problème. Ce n'est pas le fait d'être un Baoulé. Ce n'est pas le fait, je ne sais pas, d'être un Bambara. Ce n'est pas cela qui est le problème. Au contraire, le fait de la diversité ethnique, mais ce n'est pas qu'en Afrique qu'il existe. Je vous parle de la France. Et ici en France, pendant très longtemps, et même aujourd'hui, existent encore des ethnies. En France, il y a les Bretons. En France, il y a les Corses. Il y a les Picards. Ici en France, hein, il y a des groupes ethniques, il y a les Alsaciens. Ici en France, il y a les Bourguignons. Il y a les gens de la Dordogne. Et ici en France survivent encore plusieurs même des langues ethniques. On parle encore le breton en Bretagne. On parle encore le corse en Corse. On parle encore l'alsacien en Alsace. On parle encore le picard en Picardie. Oui, ici en France. Donc il ne faut pas que les Africains, en regardant la question ethnique, aient l'impression d'inventer la glace. Toute la terre est couverte d'ethnies. J'ai maintenant voyagé sur pratiquement tous les continents. Le seul que je n'ai pas encore vraiment découvert, c'est l'Amérique latine. J'ai été sur tous les autres continents. Mais j'ai vu les êtres humains qui vivent dans des familles, qui vivent dans des clans, qui vivent dans des tribus, qui vivent dans des ethnies. Même ceux qui sont dans les villes. Quand vous vous asseyez dans un café avec n'importe quel citadin de ce monde et que vous lui demandez de vous raconter l'histoire de sa famille, il finit par vous raconter l'histoire d'une ethnie, l'histoire d'une tribu, l'histoire d'un clan, l'histoire d'une famille. Tout le monde vient d'une manière ou d'une autre d'une histoire nationale, d'une histoire ethnique, d'une histoire clanique, d'une histoire tribale, d'une histoire familiale. Tout le monde, personne sur la terre n'y échappe. Alors, il y en a qui ignorent cela. Il y en a qui ignorent les appartenances qui ont contribué à leur émergence sur la terre. Mais celui qui étudie sa propre histoire va donc se rendre compte que l'ethnie n'est pas un problème. La tribu n'est pas un problème en soi. D'autant plus que la plupart du temps, d'ailleurs, on ne les choisit pas. Et même quand on les choisit, ce n'est pas ça le problème. J'espère que vous savez qu'il y a des gens qui naissent, qui commencent par vivre dans une ethnie, une tribu particulière, et qui décident de changer en fonction des avantages. Dans mon pays natal, le Cameroun, j'ai observé sur la période, par exemple, des années, mettons, 70, des années 70 à 1990, quand je vivais régulièrement au Cameroun, j'ai observé beaucoup de groupes, de tribus qui s'identifiaient à des ethnies parce que l'identification à cette ethnie procurait des avantages. Dans la partie sud du Cameroun, par exemple, on appelait tous ceux qui viennent du nord les Hausa. Pourtant, en réalité, quand vous alliez dans le nord du Cameroun, vous vous rendiez compte que les Hausa n'étaient que l'un des groupes ethniques du nord. Quand Amadou Ahidjo était président du Cameroun, beaucoup essayaient de s'assimiler dans le nord à l'ethnie des Peuls. Parce qu'ils espéraient que par là, ils obtiendraient des faveurs du régime, puisque le président était Peul.
On voit aujourd'hui des tas de gens qui essayent au Cameroun de passer tous pour des boulous. Parce que le président Biya est boulou. Donc en fait, c'est une tendance dans l'histoire. Vous voyez des gens qui essayent de se faire passer, je ne sais pas, pour des monégasques parce que ça rapporte plus. Des gens qui essayent de se faire passer, je ne sais pas, pour des Celtes ou de la famille royale parce que ça rapporte plus. Partout sur la terre, il y a de la mobilité entre les ethnies. Cette chose même qu'on appelle l'ethnie là, elle n'est pas fixe, elle n'est pas figée. On peut quitter une ethnie pour aller dans une autre. Et l'une des manières que les humains ont trouvées pour créer des passerelles entre les ethnies, ce sont les mariages. Une femme de telle ethnie épouse un homme de telle autre ethnie. À partir de là, elle-même, elle entre dans cette ethnie et une partie de sa famille entre dans cette ethnie par là. Bon. Donc, dans un premier moment, je voulais d'abord amener tout le monde à dédramatiser le fait ethnique. Mais alors, pourquoi y a-t-il mort d'hommes autour de l'ethnie en Afrique? Pourquoi y a-t-il mort d'hommes autour de l'ethnie en Afrique? On doit se poser sérieusement cette question. Alors, il y a mort d'hommes autour de l'ethnie, d'abord parce que les êtres humains, en tant que ce sont des animaux de territoire, les êtres humains ont tendance à défendre leurs intérêts les uns contre les autres. La rivalité humaine. Pour défendre leurs intérêts, les êtres humains ont tendance à s'associer avec ceux qui ont à peu près les mêmes intérêts qu'eux. Donc, les rivalités entre les familles, les rivalités entre les clans, les rivalités entre les tribus, les rivalités entre les ethnies, même les rivalités entre les nations, ou même les rivalités entre les grandes puissances supranationales, sont déterminées par les conflits d'intérêts. Ça, c'est l'explication que tout le monde peut comprendre. Mais allons plus loin. Avec le phénomène colonial, le phénomène négrier, le phénomène colonial, le phénomène néocolonial et impérialiste, il y a quelque chose de plus qui s'est ajouté et qui est à l'origine de plusieurs conflits, des plus gros conflits ethniques que nous avons en Afrique. C'est que pour dominer l'Afrique, les puissances négrières occidentales et moyen-orientales avaient besoin de sociétés africaines qui ne soient pas unies, de sociétés africaines qui ne soient pas solidaires. Quand les négriers accostaient au Sénégal, accostaient au Cameroun actuel, quand ils accostaient au Congo, quand ils accostaient en Tanzanie, quand ils accostaient au Soudan, etc., quand ils accostaient au Nigeria, pour être sûr de pouvoir ramener le maximum de bétail humain capturé, il leur fallait jouer des oppositions entre les groupes africains qui vivaient dans cette terre. Donc, ils faisaient tout pour passer des alliances avec certains groupes ethniques et pour les aider à combattre les autres. Ce qui leur permettait, à travers cette alliance avec certains groupes ethniques, de s'approprier justement la main-d'œuvre humaine gratuite, de s'approprier des esclaves et des richesses. Donc, la stratégie utilisée par le négrier, le colon, la stratégie utilisée par le néocolon et l'impérialiste a toujours été de choisir à l'intérieur d'une communauté historique quelques groupes sur lesquels il va investir. Investir quoi? Il va privilégier ces groupes, il va donner à ces groupes des moyens privilégiés et il va les monter contre les autres. De telle façon que les groupes qu'il a privilégiés, lui le colon, le négrier, l'impérialiste, le terroriste, les groupes qu'il a privilégiés vont servir ses intérêts à lui, contre les intérêts des autres groupes. Et il va présenter ce service comme la défense des intérêts du groupe que lui, le colon, le négrier, l'impérialiste, le terroriste a choisi. Donc on va choisir au Sénégal des groupes d'individus qu'on va utiliser contre les autres Sénégalais. En leur disant que les autres Sénégalais sont contre eux. Donc on va créer une tension pour coloniser le Sénégal. On va créer une tension ethnique exacerbée à l'intérieur du territoire de Côte d'Ivoire, entre les groupes ethniques pour coloniser la Côte d'Ivoire. On va créer une tension ethnique dans le Nigeria, entre les groupes ethniques. Des tensions existaient déjà, mais on va les exacerber. Ce qui permet d'utiliser les uns pour écraser les autres. On va faire la même chose au Cameroun. J'ai spécialement étudié l'histoire de mon pays natal, le Cameroun. On va faire signer aux chefs côtiers, aux chefs de la côte, notamment donc les chefs Douala du Cameroun. On va leur faire signer des accords de protectorat, non seulement pour les dresser les uns contre les autres. On va dresser le chef de Deido contre le chef d'Akwa, le chef d'Akwa contre le chef de Bel. Mais on va les dresser contre les autres chefferies de l'intérieur du Cameroun. Et on va leur dire, nous les Allemands, nous les Anglais, nous les Français, on va vous défendre contre les autres. Vous savez, les autres sont jaloux de vous parce que vous, vous avez des miroirs. Vous avez de jolis fusils. Vous avez de jolies pagnes. Vous, vous êtes civilisés. Hein, vous connaissez notre Dieu, qui est le seul vrai Dieu. Alors qu'eux, ils ne savent pas.
Alors ces sauvages qui sont à l'intérieur des terres là, on va vous protéger contre eux. Voilà comment ils vont faire signer des accords de protectorat dans lesquels ils opposent les Douala aux Douala. Ils opposent les Douala aux Bassa. Ils opposent les Bassa aux Bamileke. Ils opposent le Douala aux Bamileke. Ils opposent le Bamileke au Peul. Ils opposent le Peul au Haoussa. Voilà comment ils entrent et ils pénètrent et ils colonisent le Cameroun. Ce que je vous raconte là, vous pouvez le raconter en étudiant l'histoire de n'importe quel pays africain. La pénétration coloniale s'est faite par la manipulation du fait ethnique, par l'instrumentalisation de la division ethnique. On a provoqué des conflits supplémentaires. Il y avait déjà des conflits. Mais on a étudié la société. Et on a vu les points de conflit. Alors, je passe maintenant à un second élément. On a observé que dans les sociétés africaines, il y avait un conflit qui était particulièrement récurrent. C'est le conflit entre l'éleveur, celui qui se promène avec ses troupeaux à la recherche de pâturage pour les nourrir, et l'agriculteur, celui qui cultive des plantes, des végétaux. La bête de troupeau a besoin de manger du végétal pour vivre. Donc l'éleveur, quelque part, a besoin de l'agriculteur. Il faut que l'agriculteur laisse des terres en friche, des terres qui ne sont pas occupées par des plantes utiles, pour que les bêtes d'élevage puissent manger. Mieux, il faut que l'agriculteur cède une partie des fourrages de ces terres cultivées. Il faut qu'il les cède à l'éleveur pour que l'éleveur nourrisse ses bêtes. Donc, il y a un conflit traditionnel dans les sociétés agro-pastorales, notamment rurales. C'est le conflit qui tourne autour du pâturage, le conflit qui tourne autour de l'eau, le conflit qui tourne donc autour de la gestion de l'espace. Le colon britannique, français, le colon portugais, le colon espagnol, le colon italien a bien observé tout cela et il l'a noté dans des monographies très fines avec lesquelles il a formé son administration coloniale. On faisait donc une cartographie de toutes les ethnies d'un pays. On faisait une cartographie des corporations socio-économiques. Et on voyait les principaux conflits qui existent entre ces corporations. Et alors, pour dominer un pays, pour coloniser un pays, pour exploiter un pays, on exacerbait certains de ces conflits. Et on instrumentalisait certaines corporations contre les autres. Le tour était joué. Si vous étudiez, par exemple, la création du corps dit des tirailleurs sénégalais, à partir de 1854, jusqu'à 1870, le corps des tirailleurs sénégalais, comment est-ce qu'il a été créé? On a recruté des Africains, on leur a fait croire qu'ils étaient supérieurs aux autres, et on les a utilisés pour coloniser les Africains. C'est comme cela que le corps des tirailleurs sénégalais est né. Je rappelle qu'il n'était pas fait que de ressortissants du Sénégal. Il était fait de tout le prolétariat militaire que le colon français a pu subjuguer et qu'il va utiliser pour la pénétration coloniale en Afrique. De telle façon que quand le 13 septembre 1958, au Cameroun, le grand leader indépendantiste Ruben Oumniobé est assassiné, ceux qui tirent, il n'y a pas que le chef soldat français qui attend dans la rue, qui ne vient jamais en première ligne parce qu'il ne veut pas prendre une balle. Ceux qui tirent sur les leaders de la souveraineté, de l'indépendance du Cameroun, mais écoutez, ce sont des soldats noirs. C'est un certain soldat Abdoulaye, venu on ne sait d'où, mais de l'intérieur de l'Afrique, qui lance les premières salves sur le Mpodolo Ruben Oumniobé. Et il tire pour la France. Donc l'instrumentalisation de la diversité ethnique est un outil fondamental de la traite négrière, c'est un outil fondamental de la colonisation. Mais ce que vous n'avez pas vu, c'est que c'est le principal enseignement que les maîtres colons ont donné à ceux à qui ils ont confié les pays pseudo-décolonisés. Lorsque les maîtres colons se rendent compte qu'il faut partir, ils mènent une guerre d'extermination contre les mouvements indépendantistes, contre les leaders indépendantistes, contre les leaders souverainistes. Mais ils imposent à la tête de tous les pays, là, à la tête du Sénégal, Senghor, à la tête du Cameroun, Ahidjo. Ils imposent Eyadema à la tête du Togo. Ils imposent Houphouët-Boigny à la tête de la Côte d'Ivoire. Ils imposent Léomba à la tête du Gabon. Ils imposent Bokassa en Centrafrique, etc. Ils imposent des gens à qui ils ont appris que pour durer au pouvoir, puisqu'ils n'ont pas la légitimité suffisante, il va falloir jouer des ethnies les unes contre les autres. L'école des hautes études d'outre-mer, c'est comme cela qu'elle s'appelait, l'école coloniale,
était d'abord une école où on formait l'administrateur à la connaissance des lignages, à la connaissance des habitudes ethniques des Africains, à la connaissance des duels, à la connaissance des tensions, à la connaissance des conflits permanents, en tout cas durables des sociétés africaines. Et l'administrateur civil colonial devait être un as dans l'art de la manipulation ethnique. Un grand administrateur colonial, sous la France coloniale, c'était d'abord un grand manipulateur d'ethnie. Et pour cela, il fallait les connaître. L'étude des langues locales, l'étude des mœurs locales, l'étude des pratiques religieuses locales, l'étude des conflits structurels, les conflits corporatistes, elle était au cœur de la formation de l'administrateur colonial. Et c'est cette formation qui a été donnée à la génération des Senghor, des Abdou Diouf, des Paul Biya, des Houphouët, la génération des Bokassa, des Mobutu. On leur a appris que pour tenir une néocolonie, il faut être un as de la manipulation ethnique. Alors aujourd'hui, on veut tenter de recoloniser l'Afrique pour pouvoir mettre durablement la main sur l'or de l'Afrique, le pétrole de l'Afrique, le gaz de l'Afrique, le manganèse de l'Afrique, l'uranium de l'Afrique. On veut absolument réorganiser une recolonisation de l'Afrique. C'est dans ce cadre que l'OTAN a créé un commandement sud. C'est dans ce cadre, par exemple, que les États-Unis ont créé l'AFRICOM, le commandement militaire américain pour l'Afrique, qui est actuellement basé à Stuttgart, en Allemagne. Alors, ils ont un vrai problème. À cette époque de la révolution des réseaux sociaux, où l'information va tellement vite, à cette époque de l'explosion du livre, qui maintenant est disponible à une vitesse incroyable, notamment sous la forme numérique, à cette époque où l'information va tellement vite, et où les grands médias traditionnels, contrôlés par des pouvoirs néocoloniaux impérialistes, précédemment coloniaux et négriers, ces médias ne contrôlent plus l'opinion. Sur quoi peut-on se baser pour fragiliser l'Afrique, de telle façon que celle-ci soit obligée de recourir à la présence militaire occidentale et moyen-orientale, c'est-à-dire qu'elle soit obligée d'accepter le pillage continuel de l'Afrique par les puissances occidentales et moyen-orientales. Quel est le moyen? Les stratèges de la manipulation ethnique occidentale et moyen-orientale ont trouvé un thème majeur pour attaquer l'Afrique aujourd'hui. Ce thème, c'est de dire que la lutte antiterroriste des Africains a pour but d'exterminer l'ethnie africaine, hautement africaine des Peuls. Voilà la ligne éditoriale qu'ils ont choisie et ils sont en train de se la partager. Au point d'amener même certains de mes frères et sœurs, certains de mes cousins de l'ethnie Peul à répéter cette ignominie. Au point de les amener même à participer à la diffusion de cette opinion, en se positionnant dans une logique de victime. La ligne éditoriale, RFI, France 24, TV5, Jeune Afrique, c'est la même source. Hein. L'AFP, c'est la même source. Hein. C'est le néocolonialisme français qui s'exprime à travers ces médias. Leur ligne éditoriale, c'est voilà, les Africains sont en train d'éliminer une partie de leur propre chair. Ils sont en train d'éliminer les Peuls. Ils sont en train de les éliminer. Du Mali, pratiquement bientôt, jusqu'au Congo, ils sont en train d'éliminer les Peuls. Pour quel motif l'Afrique serait-elle en train de se tuer elle-même? Pour quel motif l'Afrique serait-elle en train de tuer l'un des peuples qui constitue son propre sang et qui contribue à la beauté de sa diversité culturelle? Motif, le peuple Peul serait accusé partout d'être un peuple de terroristes. Ça, c'est leur deuxième idée. On aurait dit, le mot aurait été passé. Peul égale terroriste. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ce prétendu génocide qui serait organisé à l'échelle africaine? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, réponse des terroristes, des impérialistes, des néocolonialistes, il faut armer des groupes d'autodéfense qui seraient essentiellement constitués de Peuls pour sauver leur ethnie. Vous avez compris? Donc, en réalité, 1, on crée le mythe. 2, on arme les victimes du mythe. Et de 3, lorsque les victimes du mythe se retrouvent confrontées à la répression du terrorisme, on utilise les actes de répression du terrorisme pour légitimer le mythe et pour victimiser davantage les coupables et victimiser les manipulés. Il faut que vous compreniez ce qui se passe.
Dans aucun pays africain, il n'existe d'idéologie officielle qui présente notre peuple, le peuple Peul, comme étant l'équivalent d'un peuple terroriste. Ça n'existe nulle part. Ni en Mauritanie, ni au Sénégal, ni au Mali, ni au Burkina Faso, ni au Niger. Je vous mets au défi de trouver un seul discours officiel identifiant la qualité de terroriste à la qualité de Peul. Ce n'est pas le cas au Nigeria, ce n'est pas le cas au Cameroun, ce n'est pas le cas au Tchad, ce n'est pas le cas en République centrafricaine, ce n'est le cas nulle part. Aucun régime africain n'a pris sur lui la responsabilité, même quand ce sont des régimes vassaux, même quand ce sont des régimes manipulés par la France-Afrique. Aucun dirigeant, à ma connaissance, n'a pris sur lui la responsabilité d'identifier terrorisme et ethnie. J'espère que vous savez pourquoi. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que l'Afrique de ce 21e siècle est un continent de la mixité ethnologique, sociologique et culturelle. Dans toutes les familles africaines coule du sang Peul. Dans toutes les familles Peul coule du sang non Peul. Et aujourd'hui, les Africaines et les Africains ont une parfaite connaissance de cette communauté de destin. Quand vous regardez les familles des dirigeants africains, que l'on veut présenter comme étant au cœur d'un génocide, vous vous rendez compte que ces familles sont diversifiées de telle façon que l'idée même d'un génocide ne peut pas germer dans la tête d'un dirigeant en Afrique de l'Ouest. L'idée d'un génocide contre un groupe ethnique. Parce qu'il faudrait commencer ce génocide dans sa maison. Il faudrait l'amener à la folie à laquelle les manipulateurs occidentaux ont amené les Rwandais. Au point que dans les maisons de certains Rwandais, on se soit permis de tuer des membres de la famille qui étaient Tutsis. Cette folie ne traverse pas l'Afrique de l'Ouest parce que l'Afrique de l'Ouest a une histoire de mixité sociale, culturelle, une histoire d'alliance, une histoire d'enchevêtrement de ces groupes ethniques qui est d'une telle densité que l'Occident impérialiste y perd littéralement son vocabulaire. Alors donc, voici le problème. Pour mettre la main sur les richesses africaines, ils ont donc décidé d'inventer le mythe du génocide Peul. Inventer ça. Commencer à raconter cela. Ils ont ensuite décidé d'armer des groupes terroristes. Et dans ces groupes terroristes en particulier, de corrompre une partie du prolétariat de notre peuple africain, le peuple Peul, pour l'utiliser comme troupe d'avant-garde dans certaines attaques. Lorsque une partie de ce prolétariat se retrouve dans les troupes qui attaquent le Bénin, qui attaquent le Niger, qui attaquent le Togo, qui attaquent le Burkina, qui attaquent le Mali, et que les armées de ces pays sévissent contre eux, tout naturellement, si vous êtes une quinzaine d'individus qu'on a armés, qu'on a payés en CFA, et qu'on a envoyé attaquer une position de l'armée burkinabé, attaquer une position de l'armée nigérienne, attaquer une position de l'armée malienne. Vous êtes une quinzaine d'individus, hein? Vous êtes originaire du même village et de la même famille. Quand vous allez attaquer la position, l'armée riposte, elle vous aligne tous les 15 par terre. Là, l'AFP, RFI, France 24, Jeune Afrique se précipite pour dire 15 Peuls ont été assassinés. C'est-à-dire que voici des individus qui attaquent un camp militaire. Quand ils sont éliminés, on présente leur élimination qui est un acte de défense légitime de la paix et de la sécurité publique. On la présente comme un acte d'élimination ciblé. Alors que c'est eux qui ciblaient le camp militaire. Mais quand ces individus réussissent à tuer des militaires maliens, des militaires burkinabés, des militaires nigériens, des militaires nigérians ou camerounais, RFI, France 24, Jeune Afrique, TV5, ne vont pas chercher à savoir combien de Peuls il y a parmi les militaires qui ont été tués. Oui, quand vous attaquez le camp de Djoura, quand vous attaquez un camp au Burkina Faso, mais parmi les soldats qui défendent le camp, il y a des Peuls. Vous tuez tout le monde. Depuis quand RFI nous a fait le décompte du nombre de soldats Peuls qui ont trouvé la mort en défendant leur patrie? Est-ce que vous savez que parmi les morts
Et il y a des soldats de toutes les ethnies, dont des soldats Peul. Est-ce que vous savez que ces individus-là, qu'on recrute dans le lumpen prolétariat, dans certains groupes de Peul, on les recrute, on les utilise pour attaquer des camps. Est-ce que vous savez qu'ils tuent des Peuls? Donnez-moi un seul reportage de RFI, de France 24, de TV5, un seul reportage de Jeune Afrique qui va montrer comment les groupes terroristes ont tué tous les soldats d'un camp militaire, parmi lesquels des Peuls. Vous allez remarquer que on va présenter la contre-attaque de l'armée contre les terroristes comme un acte génocidaire. Mais on ne présente jamais l'attaque des terroristes contre les camps militaires comme une action génocidaire. Pourtant, dans les camps militaires, il y a des gens de toutes les ethnies, dont des Peuls qui sont tués. Est-ce que vous comprenez la manipulation? C'est le néocolonialisme et l'impérialisme qui ont choisi de privilégier, qui ont choisi de cibler les populations d'éleveurs, de cibler les populations de notre peuple Peul, pour essayer d'y recruter au maximum possible des milices, dans le but de créer la situation génocidaire, et de la créer artificiellement. Parce que l'écrasante majorité des Peuls n'a évidemment rien à voir avec les groupuscules de petits voyous, drogués, ignares, corrompus, des petits bandits qu'on utilise pour semer l'insécurité en échange d'une poignée de billets de dollars ou de CFA, de petites motos, de petits avantages qu'ils perdent rapidement maintenant que les armées de l'AES sont en convergence et en grande efficacité. Donc, il faut que vous compreniez très bien qu'il n'y a pas d'ethnie terroriste. Il n'y a pas d'ethnie terroriste. Il y a des terroristes parmi lesquels des individus qui sont manipulés en raison de leurs origines ethniques. Puisque le storytelling néocolonialiste consiste à tout faire pour créer une situation génocidaire, comme ils l'ont créé au Rwanda, et on veut tout faire pour créer une situation génocidaire en Afrique de l'Ouest. On veut tout faire pour créer une situation génocidaire dans la région du lac Tchad. Alors, on a décidé de tout faire pour recruter, en particulier dans le prolétariat de notre groupe ethnique, les Peuls. Recruter des jeunes qui sont perdus et les envoyer devant. Comme ce sont eux qui vont devant, ils sont les premiers à prendre les balles. Quand ils sont les premiers à prendre les balles, on court pour les filmer. Et on dit, vous voyez, ils ne sont en train de tuer que les Peuls. Le problème, c'est que dans la plupart de ces pays, les impérialistes et les terroristes ont décidé de surinvestir dans la corruption de sous-groupes, de petits prolétaires issus des familles d'éleveurs, afin de créer le traditionnel conflit entre l'éleveur et le sédentaire, entre l'éleveur et l'agriculteur. Ils exploitent cette faille multiséculaire. Opposer l'éleveur à l'agriculteur, c'est un élément de base du colonialisme, du néocolonialisme, de l'impérialisme, partout sur la terre, en particulier en Afrique. Donc ce n'est pas parce qu'ils sont Peuls qu'ils sont terroristes. Ils sont recrutés dans le terrorisme pour pouvoir créer et entretenir le mythe du génocide Peul. Ce n'est pas qu'il y a une réunion de l'ethnie des Peuls pour envoyer des gens faire du terrorisme en son nom. Ce n'est pas vrai, ça n'existe pas. Mais c'est que les entrepreneurs terroristes, eh bien, néocolonialistes occidentaux, les impérialistes, ont jeté leur dévolu sur le lumpen prolétariat, en particulier de cette ethnie-là, pour créer précisément le schéma leur permettant de fragiliser toute la société africaine. La deuxième raison pour laquelle ils ont choisi cela, c'est quoi? C'est que notre groupe ethnique des Peuls africains est présent dans plusieurs pays. Il est présent en Mauritanie, il est présent au Sénégal, il est présent en Gambie, il est présent au Mali, il est présent en Guinée, il est présent en Côte d'Ivoire, il est présent au Burkina, il est présent au Niger, il est présent en Libye, il est présent au Tchad, il est présent au Cameroun, il est présent au Nigeria, il est présent au Bénin. Donc en fait, ils ont bien étudié la cartographie ethnique. Ils ont dit, dans quel groupe ethnique devons-nous absolument constituer des milices, afin de créer une situation qui ressemblerait en réalité à une traque contre une ethnie. Mais écoutez, lorsqu'un camp militaire est attaqué, que doivent faire les militaires? Quand les militaires maliens sont attaqués dans leur camp, qu'est-ce qu'ils doivent faire aux assaillants?
Mais ils doivent les réduire. Lorsque les militaires nigériens sont attaqués, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent les réduire. Lorsque les villages sont attaqués, que doit faire l'armée? Elle doit réduire les assaillants. En allant réduire les assaillants, l'armée ne part pas régler des comptes avec un groupe ethnique. Elle va régler des comptes avec les terroristes. Ce n'est pas parce qu'ils sont peuls. Éventuellement, ceux qui tombent, qu'ils sont abattus par l'armée, mais parce qu'ils sont terroristes. Ce n'est pas leur qualité de peul qui est en cause. C'est l'activité terroriste. C'est l'activité terroriste. Or, actuellement, la narration de RFI, de France 24, de TV5, de Jeune Afrique, de l'AFP, essaye d'accréditer l'idée qu'on rechercherait en particulier des individus parce qu'ils sont peu. Et qu'on décréterait qu'eux, ils sont nécessairement terroristes. Et qu'on les éliminerait pour cela. Pourtant, ce sont les mêmes organes de presse qui sont très heureux de raconter la supposée attaque du camp de Dioura. L'attaque de Djibo. Regardez comment ils se délectent pour dire comment on a tué des militaires. Et à ce moment-là, vous ne voyez jamais RFI, France 24. Vous ne voyez jamais Jeune Afrique. Vous ne voyez jamais l'AFP faire le décompte des ethnies qui ont été tuées. Des ressortissants des ethnies qui ont été tués par les terroristes. Parce qu'en fait, si on s'intéressait aux militaires tombés au front, on se rendrait compte qu'ils sont de toutes les ethnies africaines. Puisque les armées africaines sont multiethniques. Lorsqu'on attaque un camp au Mali, au Burkina, au Niger, au Nigeria, au Cameroun, lorsque les terroristes l'attaquent, quand ils attaquent un village, pour le raser, ils ne cherchent pas à savoir s'il y a un peul qui dort dedans. Car la mission qui leur est donnée, c'est de déstabiliser l'Afrique de telle façon que les pays africains aient besoin de la présence militaire occidentale. Et dès que cette présence militaire occidentale s'impose, alors les multinationales occidentales vont contrôler l'uranium, l'or, le manganèse, le pétrole, le gaz, le coltan. Ils vont contrôler le diamant, ils vont contrôler le lithium, ils vont contrôler les sols, les sous-sols, le bois, le café, le cacao, simplement grâce à cette instabilité qui justifie leur soi-disant mission de paix. Donc, une fois que vous avez compris ce mécanisme, que vous soyez peul ou pas peul, vous ne pouvez pas participer à la propagande du génocide anti-peul. Vous ne pouvez pas essayer de présenter notre peuple africain, le peuple peul, comme étant victime d'une campagne internationale. Tous ceux qui le disent font le jeu des ennemis de l'Afrique. Ils font le jeu de la France-Afrique. Ils font le jeu du néocolonialisme français. Ils font le jeu de l'impérialisme occidental. Tous ceux qui se présentent comme les défenseurs d'une soi-disant cause peul, qui serait identique avec la cause des groupes terroristes qui ensanglantent l'Afrique. L'ethnie peul n'a jamais demandé à des membres de son groupe de participer au terrorisme. Les jeunes peuls, les adultes peuls qui adhèrent au groupe terroriste sont responsables de leur tête qu'ils risquent. Ils n'y vont pas pour l'ethnie peul. Quant au deuxième motif, à savoir qu'ils iraient en pensant que c'est pour l'islam, ce motif n'est pas valable. Car on sait très bien que les deux principales organisations terroristes qui sèment la désolation en Afrique ont été créées par les services de renseignement occidentaux. L'actuel président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, a révélé en Mondovision, et il a donné récemment toutes les preuves, que l'État islamique et Al-Qaïda ont été créés par les renseignements généraux américains, les renseignements généraux occidentaux. Ne me dites pas que les Américains vont créer une organisation pour répandre l'islam. Ne me dites pas que les Occidentaux, là, l'OTAN va créer une organisation pour répandre l'islam. Ne me dites pas que le Mossad va créer une organisation, c'est pour répandre l'islam. Les Occidentaux ne sont pas des musulmans. Donc leur djihadisme n'a rien à voir avec l'islam. Il s'agit d'un voile. Le concept de djihadisme a été utilisé en réalité comme un voile pour empêcher le monde de savoir qu'il s'agit d'agents de déstabilisation au service de l'impérialisme, du néocolonialisme. Tenez, ils sont en train de faire la propagande de toutes les attaques terroristes qui sont perpétrées en Afrique. Ils jubilent. J'ai même vu un journal qui est très content de dire que les soi-disant djihadistes, en fait les terro-impérialistes, ont décimé tout un camp militaire au Mali. Ils disent ça, ils sont contents. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'ils ont aussi précisé à quelles organisations appartiennent ceux qui auraient fait cela. Vous savez, ils ont précisé que c'est le JNIM, c'est Al-Qaïda qui aurait attaqué donc le camp de Djoura au Mali pour tuer plus d'une quarantaine de soldats maliens.
Mais est-ce qu'ils ont oublié que le 7 mai 2025, ici là à Paris, l'un des plus grands chefs d'Al-Qaïda, à savoir Ahmed Al-Shara, était reçu par le président Macron? Mais comment ces médias prennent les gens à ce point-là pour des cons? Après, ils lancent une campagne, soi-disant de lutte contre les frères musulmans en France. Depuis quand ils luttent contre les frères musulmans en France? La campagne de lutte contre les frères musulmans, ça signifie quoi? À partir du moment où on reçoit sur le tapis rouge de l'Élysée un chef d'Al-Qaïda, qu'est-ce qu'on peut encore dire au monde? Al-Qaïda, c'est l'organisation qui ensanglante tout le Sahel. Et cette organisation a un chef qui reçoit tapis rouge à Paris. Ensuite, on vient nous dire que, oh, on est inquiet de la montée de l'influence des frères musulmans. Ça, c'est pour enfumer les gens qui ne suivent pas l'actualité. Vous ne pouvez pas recevoir un chef terroriste comme Ahmed Al-Shara, qui est un lieutenant direct de Al-Baghdadi, qui est un lieutenant direct de Al-Zarqawi, c'est-à-dire des grands chefs d'Al-Qaïda et de l'État islamique. C'est leur lieutenant direct. Il a reçu d'eux les armes et les moyens, la bénédiction. Vous ne pouvez pas le recevoir à Paris, devant tout le monde, l'embrasser, et ensuite, une semaine, 10 jours plus tard, dire que vous lancez une campagne contre l'influence des frères musulmans. Qui va vous croire? Et qui peut croire que vous soyez engagé dans la lutte antiterroriste au Sahel quand vous recevez les chefs des organisations terroristes dans vos palais, en Europe, en Israël, en Arabie Saoudite, au Qatar? Vous avez bien vu la tournée d'Ahmed Al-Shara, oui ou non? Et c'est le président Donald Trump et son administration qui ont publié les financements directs de l'USAID au groupe terroriste. Vous avez vu ça, oui ou non? Ce sont des preuves qui sont étalées devant vous. J'ai rassemblé ces preuves dans le livre « L'impérial terrorisme ». Ce sont des preuves occidentales de la responsabilité des grandes puissances occidentales dans le financement, l'armement et la médiatisation du terrorisme. Ces preuves sont données par les renseignements officiels occidentaux et par les documents déclassifiés de la CIA aux États-Unis. Madame Tulsi Gabbard, qui est actuellement la chef du renseignement américain, a publiquement dit « J'ai honte que notre pays est financé, est armé et continue à entretenir des relations d'amitié avec ceux qui ont tué nos soldats le 11 septembre 2001. » Voilà sa déclaration le 31 janvier 2025 devant le Sénat, quand elle venait d'être nominée comme chef du renseignement américain. Donc en fait, il y a un petit problème. On sait très bien qui est le créateur d'Al-Qaïda, qui est le créateur de l'État islamique. Donald Trump nous a dit publiquement que l'État islamique a été créé par l'administration Obama-Clinton. Il l'a dit, et rien n'est arrivé. Maintenant, les paiements qui ont été versés par cette administration ont été publiés. Il n'y a pas de débat là-dessus. D'accord? Et ensuite, on vient nous dire qu'il y a un génocide anti-Peul en Afrique. Pourquoi il y a un génocide anti-Peul en Afrique? Non, il y a un combat acharné contre le terrorisme. Et il y a des gens qui ont choisi d'instrumentaliser une partie du lumpen prolétariat de notre ethnie africaine Peul, de l'instrumentaliser pour l'utiliser comme on a utilisé les tirailleurs sénégalais. On les envoie devant. Quand ils tombent sous les balles des forces légales, des forces légitimes de l'État, on essaie de présenter cela comme un génocide. La grande question qu'il faut se poser, c'est où sont ceux qui se plaignent de génocide anti-Peul au moment où des enfants issus de nos familles, de nos villages, des fils et petits-fils d'éleveurs, se lèvent pour prendre les armes qui leur sont données par Al-Qaïda et l'État islamique, pour aller tuer des innocents. Où sont tous ceux-là qui, aujourd'hui, participent à cette narration stupide de génocide anti-Peul? Où sont-ils pour parler à ces enfants? Moi, je... Qui se lèvent pour parler de génocide anti-Peul, il faut les prendre, il faut les arrêter, les amener dans tous les villages où il y a des crimes terroristes. Ils seront obligés de participer à la formation, à l'éveil critique des petits terroristes. Il faut les amener dans les prisons où les petits terroristes issus de leur contrée là se trouvent et les forcer à les rééduquer. Un intellectuel qui se lève et qui parle de génocide anti-Peul, alors qu'il voit très bien que c'est une instrumentalisation de l'ethnie Peul par le néocolonialisme, par l'impérialisme, et même pas de cette ethnie dans son entièreté, mais des franges les plus fragiles de ce groupe, qui est utilisé ainsi pour voiler la stratégie générale de reconquête, de recolonisation du continent. Quelqu'un qui dit ça, et qui est dans un pays vraiment où un leadership panafricaniste existe, on le prend, on l'amène dans la prison où se trouvent les terroristes.
On lui montre les ressortissants de son groupe ethnique qui ont donc commis des choses, puisqu'ils les revendiquent, puisqu'ils se sentent leurs défenseurs. On lui dit, voilà, tu vas participer à leur éducation. Tu vas leur expliquer qu'est-ce que ça fait d'attaquer un village avec des personnes innocentes, des femmes, des enfants, brûlés, tués. Qu'est-ce que ça fait de voler les troupeaux des autres? Qu'est-ce que ça fait de brûler les champs des autres? Qu'est-ce que ça fait de déloger des millions de personnes de leur terre? Toi là, qui parles là, on va t'amener là-bas. Tu vas expliquer. Et chaque fois qu'il y aura une attaque qui est perpétrée donc par les gens que tu considères comme ton ethnie, on t'amènera au combat. Là, le Burkina Faso a eu raison. C'est trop facile. C'est trop facile de se lever, de parler de génocide contre une ethnie, alors que l'État vous présente des individus qui commettent des exactions absolues. Donc, quand un camp militaire est attaqué, mes frères et sœurs, dites-moi, un groupe vient attaquer un camp militaire, il est constitué de 30 ou 40 ou 50 individus. Ces 30, 40, 50 individus sont constitués il y a parmi eux, je ne sais pas, 10 personnes qui seraient Peul, ou 20 ou 30. Les militaires qui sont dans le camp n'ont pas à se défendre, parce que les autres qui viennent dehors appartiennent à... Beaucoup d'entre eux appartiennent à la même ethnie. Vous pensez que le rôle des militaires, là, c'est de mourir cadeau? Les vies de nos militaires, là, qui sont Peul, qui sont Bambara, qui sont Bassa, qui sont Yoruba, les vies de nos militaires qui sont Zarma, là, qui sont Hausa, qui sont Peul, leurs vies ne valent rien. Ce sont les vies des terroristes qui valent quelque chose. Ceux qui attaquent les villages, ceux qui attaquent les camps militaires, quand ils se font aligner, là, vous comptez les ethnies. Mais quand on attaque les militaires, quand on en tue 40, 60, 70, qui fait le décompte ethnique? Quand on attaque un village, quand on attaque un marché, quand on attaque une place publique, qui fait le décompte ethnique? Les mêmes qui veulent imposer la théorie du génocide Peul ne font pas le décompte ethnique des victimes du terrorisme. Ils ne le font pas. Quand on a voulu présenter le terrorisme en France comme étant essentiellement le fait de citoyens français, je ne sais pas, d'origine arabe. Mais est-ce qu'on a pris la peine d'identifier les dirigeants français qui font amitié avec les chefs terroristes? Oui, parce que, en fait, très clairement, ceux qui ont attaqué le Bataclan, mais c'est le groupe d'Ahmed Al-Shara. Mais vous n'avez pas vu Ahmed Al-Shara embrassé par le président français à Paris le 7 mai 2025? Et pourquoi les gens qui sont là en France, là, qui veulent absolument associer terrorisme et arabité, ne voient pas la scène du 7 mai? Pourquoi ils ne voient pas quand le président Trump fait ami-ami avec Ahmed Al-Shara en Arabie Saoudite? Pourquoi ils ne voient pas ça? Pourquoi ils ne voient pas quand Israël, pourquoi ils ne voient pas quand l'Arabie Saoudite, le Qatar, lui font tapis rouge? Pourquoi les gens ne voient pas ça? Pourquoi ils n'en parlent pas? Ce n'est pas une association de malfaiteurs, ça. Ça, ce n'est pas une association de malfaiteurs. Et à ce moment-là, où sont les Peuls? Où sont donc les soi-disant défenseurs des Peuls? Est-ce que les Peuls ont délégué quelqu'un même pour parler en leur nom? Ces associations-là qui surgissent à tout hasard et qui veulent s'arroger le mythe du génocide Peul, mais elles sont directement manipulées par les officines néocolonialistes, les officines impérialistes. Ça fait partie du plan. Et voilà pourquoi j'appelle à une réaction vigoureuse sur le continent africain. Tous les individus qui participent à l'entretien du mythe du génocide Peul, ils doivent être mis face aux conséquences des actions terroristes. On doit les amener dans les lieux de détention de ceux qui parlent leur langue là, et leur demander de discuter avec eux de ce qu'ils ont fait. On doit les amener dans les camps militaires où les exactions ont été commises. On va leur montrer le nom des soldats qui sont morts. Et on va leur compter le nombre de Peuls qui meurent pour défendre le Mali. Parce qu'il y a des Peuls qui meurent pour défendre le Mali. Il y a des Peuls qui meurent pour défendre le Niger. Il y a des Peuls qui meurent pour défendre le Nigeria. Pour défendre le Cameroun. Dans toutes nos armées, il y a des Peuls. Et maintenant, on veut faire passer toute l'Afrique subsaharienne pour un coupe-gorge anti-Peul. Parce qu'on veut par là installer une situation génocidaire artificielle permettant de justifier le repositionnement militaire des troupes occidentales. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Nous devons donc refuser. Nous devons contredire. Nous devons combattre intellectuellement, médiatiquement, politiquement. Nous devons combattre tous ceux qui veulent imposer la théorie du génocide Peul en Afrique. Ce sont des ennemis du peuple africain. Il n'y a pas de volonté politique d'éradication de nos frères et sœurs
de notre propre sang, peuple en Afrique. C'est faux. Chaque fois que vous aurez quelqu'un qui va mettre ça en avant, sachez qu'on l'a envoyé. Il fait partie du dispositif. Il fait partie du dispositif. C'est exactement ce dispositif qui a été celui de la radio des 1000 collines au Rwanda. On a tout fait pour jeter les Tutsis contre les Hutus. On a tout fait pour que ça arrive. Parce que cela permettait à certains entrepreneurs politiques de prendre le pouvoir au Rwanda, de prendre le pouvoir en Ouganda, d'entrer en République démocratique du Congo, comme ils sont aujourd'hui en train de piller. Les conditions du génocide ont été créées. Elles ont été exacerbées. Parce que l'explosion des Grands Lacs était la condition de l'invasion du Congo. Si le Rwanda n'avait pas explosé, le Congo n'aurait pas été envahi. Il fallait donc qu'on explose le Rwanda, qu'on explose le Burundi. Et que les mouvements de réfugiés dans ces deux pays-là entraînent par effet de domino la déstabilisation du Congo. Tout cela a été conçu par des géopoliticiens néocolonialistes, négriers, impérialistes. Rien n'est arrivé par hasard. Le schéma actuel qu'on tente d'utiliser en Afrique de l'Ouest a été entièrement pensé. Tous les jours, ils se lèvent et ils veulent imposer le thème du génocide Peul. Et ils amènent certains de mes frères et sœurs Peul à répéter et à croire cela. Et par conséquent, à être sur la défensive. Et en étant sur la défensive, vous excitez par là même les réflexes de prédateurs des autres. Si tu te sens menacé, ça veut dire donc que tu as l'intention toi-même de faire quelque chose. Alors on commence à te menacer. Voilà l'enchaînement. Voilà l'enchaînement. Si tu crois qu'on ne t'aime pas, parce qu'on t'a dit qu'on ne t'aime pas, tu commences à détester ceux dont on t'a dit qu'ils ne t'aiment pas. Et comme tu détestes ceux dont on t'a dit qu'ils ne t'aiment pas, ils commencent donc à te détester. Et voilà. Ça s'appelle une prophétie autoréalisatrice. On voulait que vous vous détestiez, ça marche bien. Vous avez cru. Vous avez cru que vous êtes la cible. Vous avez cru qu'on vous recherche, vous. Vous avez cru qu'on vous en veut à vous. Et vous avez commencé à vous comporter exactement comme quelqu'un à qui on en veut. Ce qui a énervé les autres. Et ils ont commencé à vous en vouloir. Très bien. Le colon applaudit. Tout va bien. Tout va bien. Les nègres vont pouvoir s'étriper entre eux. Ah, c'est magnifique. C'est très intéressant. La manipulation ethnique. Mais c'est ce principe de manipulation ethnique qu'utilisent tous les dictateurs africains. Dans mon pays natal, le Cameroun, c'est ça qu'ils utilisent. Si le peuple camerounais aujourd'hui n'a toujours pas été capable de retrouver la capacité de mobilisation qui était la sienne lors de la guerre anticoloniale, si le Cameroun n'a pas retrouvé cela, c'est parce que les entrepreneurs ethniques coloniaux, néocoloniaux, les héritiers despotiques Ahidjo et Biya ont passé une bonne partie de leur temps à la tête de l'État à manipuler la diversité ethnique. Ils ont créé 5 grands groupes ethniques. Et ils ont créé de la haine entre ces 5 grands groupes ethniques dans mon pays natal, le Cameroun. Je vous le donne comme exemple. Ils ont créé le nordiste. Le nordiste n'existe pas. C'est une fabrication du régime Ahidjo et du régime Biya. C'est une fabrication du colonialisme français, le nordiste. Si vous allez de la Damawa au nord et à l'extrême nord de mon pays natal, le Cameroun, vous découvrirez une diversité extraordinaire. D'abord, dans mon pays natal, le Cameroun, on a les représentants de tous les groupes ethniques africains, qui sont des Camerounais. Hein. Ce n'est pas des étrangers, ce sont des Camerounais. Le Cameroun est le pays dont on dit très bien qu'il est l'Afrique en miniature. Pourquoi? Parce que tous les grands groupes ethniques africains sont représentés au Cameroun. Ils existent au Cameroun, sont Camerounais en fait. Les gens ne savent pas. Ils ne savent pas qu'il y a les Peuls autochtones du Cameroun, les Haoussa autochtones du Cameroun, les Congos autochtones du Cameroun. D'accord? Les Arabes autochtones du Cameroun, on en a. Je dis bien autochtones, ce n'est pas des... Hein? Ok, très bien. Alors, ils ont créé le nordiste. Mais sinon, quand vous voyagez de la Damawa, de Ngaoundéré jusqu'à Maroua, vous rencontrez une telle diversité culturelle, une telle diversité religieuse, une telle diversité géographique, que vous vous demandez qu'est-ce que les gens ont bien voulu appeler le nordiste. C'est quoi le nordiste? C'est une fiction. Ils ont créé le Bamileke, rassemblant en tas une partie de mon peuple, qui, des bords du littoral jusqu'aux hautes montagnes de l'Ouest, ils les ont rassemblés, c'est les Bamileke. Ils ont créé le Beti Boulou. Maintenant, ils appellent ça le grand groupe Fan, Paouin. Ils les ont rassemblés. Pourtant, quand vous voyagez dans cette région-là, vous découvrez une diversité extraordinaire, avec des histoires de vie tellement contrastées.
Ils ont créé un groupe, une mixture incroyable qu'on appelle le Sawa, les Sawa. Astaghfirullah. Il y a tout dedans. Il y a du Douala dedans, il y a du Bassa dedans, il y a du Bakoko dedans, il y a du Banen dedans. Ils ont créé ça. Et ils ont veillé à opposer le Sawa au Bamileke. À créer une tension entre le Sawa et le Beti Boulou. Entre le Sawa et le nordiste. Alors, ils ne se sont pas arrêtés là dans mon pays natal, le Cameroun. Ils ont créé un autre groupe ethnique. Ils ont renforcé ça violemment. Ça s'appelle l'Anglo. Les Anglos. C'est un groupe ethnique touffu et confus qui est constitué de gens qui sont nés dans la partie du Cameroun qui était un temps une zone sous tutelle anglaise, sous tutelle britannique, les anglophones. On en a tiré l'anglo. Et on a poussé les anglophones à se représenter comme des Camerounais à part. Et on les a traités comme tels. Et eux-mêmes, pour beaucoup, se sont mis à se percevoir comme tels. Le tour est joué. Donc le pays est neutralisé comment? Les Anglos ne veulent pas que les Bamis commandent. Les Bamis ne veulent pas que les Beti Boulou commandent. Les Beti Boulou ne veulent pas que les Bamis commandent. Les Sawa ne veulent pas que les Bamis commandent. Les Sawa ne veulent pas que les Beti Boulou commandent. Personne ne veut que ce soit l'autre. Personne ne veut que ce soit l'autre. Donc quand il y a donc un problème national, comme par exemple le problème de la souveraineté, l'expression de la légitimité par la désignation des dirigeants. Quand ce problème-là se pose, mais personne n'est d'accord avec personne, parce que chacun veut savoir si ça va profiter à son groupe. Le pays est bloqué. Et ce que je vous dis du Cameroun, vous pouvez l'appliquer à des tas d'autres pays. On peut appliquer cette analyse à la situation en Côte d'Ivoire. Ils ont artificiellement créé le nordiste ivoirien. Le nordiste ivoirien n'existe pas. Ça n'existe pas, nordiste. Il faut voyager dans le nord de la Côte d'Ivoire pour voir la diversité de ce pays. Ensuite, ils ont créé l'ivoirien du Far West, l'Ouest. Ils ont créé le Westar. Le Westar. Ils ont insisté sur ces caractéristiques. Tout ça pour l'opposer aux nordistes. Alors, ils ont tout fait pour unifier le grand ensemble à Caen. Non, 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 ils sont différents. C'est pas comme les autres. Et puis, ils ont créé le voltaïque. Et ils ont renforcé tout cela. Et puis, on doit faire que le voltaïque ne veuille pas que Lacan commande, que Lacan ne veuille pas que le nordiste commande, hein, que le nordiste ne veuille pas que le Westar commande, et le pays est maîtrisé. Le pays est maîtrisé. Regardez le Tchad. Regardez la tension. On a créé le nord et le sud. Qu'est-ce que ça veut dire ça, le nord et le sud? Le même peuple africain tchadien là. On a créé le nord et le sud. Et il y a des gens qui ont cru qu'ils sont nés avec un chromosome qui s'appelle du nord. Et d'autres qui ont cru qu'ils sont nés avec un chromosome qui s'appelle du sud. Ils sont sudistes. Et puis on a dit, vivez donc ensemble si vous êtes forts. On a organisé une vie tchadienne en chien de faïence. Des Africains qui se détestent plus, qui ne peuvent détester les colons qui nous ont tous écrasés. Astaghfirullah. Regardez la République démocratique du Congo. Si le petit Rwanda est capable de perturber ce pays, parce que la République démocratique du Congo est clivée par la manipulation ethnique, allez écouter ce qu'ils disent entre eux, les Congolais. Allez écouter les conversations et les Bakongo et les Balouba. Allez écouter là-bas. Vous aurez pitié. Allez au Gabon, pareil. On a mis les Africains dans des enclos. Et ces enclos sont mentaux. La manipulation ethnique, c'est le grand art des dictateurs. Le grand art des dictateurs. Et ils l'ont appris de leurs maîtres, les colons. Écrivez ça. Écrivez. Alors, comment on en sort? Nous, au niveau des lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun, nous sommes convaincus qu'on ne peut en sortir qu'en restaurant la conscience de l'appartenance à la grande communauté historique africaine. C'est au niveau de la conscience panafricaine qu'on doit construire l'Africain d'aujourd'hui, quel que soit son pays d'origine. Nous devons prendre conscience du fait que, au sud du Sahara, il y a une communauté de destin qui nous lie et qui nous oblige à construire des espaces sociaux, culturels, économiques, politiques viables pour nous, pour nos enfants, pour les générations futures. C'est la dimension panafricaine qui peut nous libérer de l'enclos ethnique dans lequel nous a enfermé le colon et le dictateur. Nous ont enfermé le colon et le dictateur. Je recommence. C'est la prise de conscience de notre appartenance à une grande communauté historique africaine
Donc, c'est la prise de conscience panafricaine qui peut être le souffle avec lequel nous pouvons nous regarder tous ensemble à l'intérieur de nos pays d'origine, comme nous devons nous regarder entre Africains de pays différents. C'est-à-dire qu'on doit se rendre compte qu'en fait, on ne peut pas vivre les uns sans les autres. On doit se rendre compte que la nature et le Tout-Puissant nous ont accordé les moyens d'être heureux, à condition de vivre intelligemment, à condition d'appliquer le principe d'harmonie, le principe de justice, le principe d'équité, le principe de reconnaissance, le principe de solidarité, qui sont des valeurs fondamentales de la civilisation africaine subsaharienne. Si on ne peut pas faire ce travail d'expliquer à nos enfants, de nous expliquer entre nous-mêmes, qu'en fait, je suis obligé de vivre, si je vis au Cameroun, je suis obligé de vivre avec la diversité des Camerounais. Ils sont obligés de vivre avec moi. Nous sommes des Africains du même espace. Je suis obligé de vivre avec le Nigérian, le Centrafricain, le Tchadien, l'Équato-Guinéen, le Gabon. Je suis obligé de vivre avec eux. Regardez, les Occidentaux ont créé l'espace de l'Union européenne. Ils circulent dans leur union du mieux qu'ils peuvent. Ils ont compris qu'au lieu de se faire des guerres mondiales, en millions de morts, il faut juste apprendre à vivre ensemble. C'est pour ça qu'ils ont créé leur union, qui maintenant est brinque-ballante, mais c'est à cause de leur union-là qu'ils ne se font pas la guerre. Donc, nous, en Afrique, on est en train de mourir comme des cons, les uns après les autres, emprisonnés dans des histoires, des récits, qui sont en faveur des intérêts des autres. Mais quel intérêt, moi, dans mon pays natal, j'ai à ce que mon frère Bamileke, mon frère Betty Boulou, sa maison brûle? Quel intérêt j'ai? Est-ce qu'il manque de la place au Cameroun pour construire des belles maisons? Parce que le problème des Africains, c'est en plus qu'ils ne se rendent pas compte que, beaucoup d'Africains ne se rendent pas compte que nous sommes le continent le plus riche du monde. C'est-à-dire qu'en fait, si nous voulons, par exemple, ensemble, construire des pays dans lesquels chacun a une belle maison, c'est pas compliqué. On n'aura pas besoin de jalouser quelqu'un. On peut offrir à toute une population africaine. Kadhafi l'a montré en Libye. On peut offrir à toute une population africaine un logement de qualité à travers une gestion patriotique des ressources. Donc en fait, parfois les gens s'engouffrent dans le tribalisme parce qu'ils pensent que ça va leur profiter. Ça ne va pas profiter, ça va provoquer les guerres civiles. Ça ne va pas profiter, ça va permettre la nouvelle recolonisation du continent. Ça ne va pas profiter. C'est une vision court-termiste. Alors que si nous construisons les pays africains dans une perspective de donner à tous les membres d'une génération, quelle que soit leur origine, dans un pays, dans un sous-continent, les conditions d'une existence humaine digne, nous aurons créé les conditions d'une paix durable, d'une harmonie durable, d'une civilisation pérenne, d'une vie humaine belle. Les gens traverseront la ferme humaine avec joie. Si nous avons l'intelligence de comprendre que nous ne sommes rien sans les autres. Nous ne sommes rien sans les autres. Toi, tu es là, tu es Betty Boulou, tu dis que non, un Bamileke ne peut pas être président ici. Un Bassa ne peut pas être président ici. Toi, tu es Bamileke, un Bassa ne peut pas passer ici. Eh, les nordistes, ils ont déjà eu le pouvoir, ils ne passent pas. Ouais. Mais ils seront toujours au pays, non? Tous ces gens-là, on est condamnés à vivre ensemble, non? Est-ce que la vraie solution, ce n'est pas de trouver une manière de vivre ensemble en paix? Au lieu de continuer à chercher à nous dominer sur la base d'appartenances ethniques, qui sont en réalité une belle diversité qui devrait nous rendre complémentaires les uns des autres. En fait, donc, on a besoin de contrecarrer la mésintelligence, l'idiotie de la manipulation ethnique, qui s'est emparée non seulement des maîtres négriers, des maîtres colons, des néocolons et des impérialistes et de leurs terroristes, mais qui s'est emparée des dictateurs, des valets, et qui est devenue une manière de vivre des populations. On doit délivrer le peuple africain de la manipulation ethnique. Pas seulement les dirigeants, le peuple. Le peuple africain est baigné dans les préjugés. Il est baigné dans le mépris d'une partie de lui-même. Il est baigné dans la haine de l'autre ethnie. Et il faut sortir le peuple africain de cette affaire en lui expliquant que c'est parce que nous ne nous regardons pas tous comme des êtres humains de la même communauté historique. C'est pour cela que nous sommes dominés. Nous avons un problème, c'est que notre continent est exploité, il est dominé, parce que nous sommes divisés. Il nous faut donc trouver une formule pour être en harmonie et ainsi vivre dans une communion qui empêche à qui que ce soit de nous dominer et qui nous empêche de nous dominer mutuellement. Cette formule est la meilleure.
C'est la meilleure façon de faire vivre les hommes. C'est la pratique de la justice, la pratique de l'égalité, la pratique de la solidarité et le partage des fruits de la prospérité de la terre. Voilà. Quel chef de famille, quel père, quelle mère authentique se permettrait de ne pas vouloir le meilleur pour les siens? Mais comment tout un continent peut-il être habité par des populations qui préfèrent le malheur du voisin au progrès collectif? C'est-à-dire qu'il vaut mieux que le pays la brûle. Si c'est lui qui est président, ce n'est pas la peine. Je préfère que le pays brûle. Voilà un raisonnement qu'on entend dans la bouche de plusieurs Africains aujourd'hui. Vaut mieux que ça reste comme ça. Si c'est lui-là, ce n'est pas la peine. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, ce serait de trouver une manière de vivre ensemble de telle façon que personne ne soit écrasé, que personne ne soit spolié et que nous bénéficions positivement de l'intelligence des uns et des autres. C'est cette grande formule qui se trouve précisément dans l'idéologie panafricaniste. La force de l'idéologie panafricaniste en ce XXIe siècle réside dans le fait qu'elle donne une perspective pour construire des républiques en forme de communauté d'harmonie, de communauté d'intégration, de communauté de solidarité. Qu'est-ce qui fait la force de l'AES? Ce qui fait la force de l'AES, c'est que les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens surmontent leur égoïsme national pour penser en africain, pour penser en sahélien. Ils sont en train de construire une banque, une confédération du Sahel. Je ne sais pas si vous imaginez l'effort que cela suppose. Dépasser le petit calcul des stricts intérêts du Mali seulement en tant que Mali, ou du Burkina seulement en tant que Burkina, ou du Niger seulement en tant que Niger, pour penser au Liptako Gourma, pour penser au Sahel, pour penser à l'Afrique. C'est cette alchimie qui est en train de marcher là-bas. Et c'est ce que nous devons vouloir pour tous les autres pays africains qui sont bloqués entre les mains de la vieille pensée archaïque, celle de la manipulation de l'ethnie, de l'instrumentalisation de l'ethnie, qui est une des techniques des négriers, des colonialistes et des néocolonialistes. Voilà ce que je voulais expliquer. Alors, il n'y a pas d'ethnie terroriste en Afrique. Celui qui le dit est en réalité au service des néocolonialistes et des impérialistes qui veulent manipuler les ethnies en Afrique pour pouvoir maintenir leur mainmise sur nos richesses. Il n'y a pas d'ethnie terroriste en Afrique. Les terroristes ne sont pas d'une ethnie. Si quelqu'un s'en va dans le terrorisme, qu'il n'accuse pas son ethnie. Et qu'on n'accuse pas non plus son ethnie. Je recommence. Il n'y a pas d'ethnie terroriste en Afrique. Il n'y a pas une ethnie qui se réunit pour dire à ses membres, soyons terroristes. Il n'y a pas un conclave de cette nature. Quand quelqu'un pratique le terrorisme, il le pratique en son nom. Si par la suite on se rend compte qu'il est de telle ethnie, ça c'est un accident. Ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel c'est que lui, il a accepté un billet de 10 000, une liasse de 100 000. Il a accepté une moto, une Kalachnikov. Il a accepté des balles. Il a accepté, de porter des talkie-walkie. Il a accepté de porter des grenades, des obus, pour aller tuer des hommes. Quand il trouve la mort, en allant donner la mort aux innocents, il faut laisser son ethnie à part. Même s'ils sont allés à 30 de la même famille pour perpétrer l'attaque d'un camp militaire, l'attaque d'un marché, l'attaque d'un village, s'ils meurent là-bas, ce n'est pas leur ethnie qui les a envoyés. Laissez le nom de l'ethnie Peul tranquille. Nous ne voulons pas et nous ne laisserons pas l'Afrique tomber dans le piège dans lequel elle est tombée en 1994 au Rwanda. Nous nous battrons contre cette infamie. Nous nous battrons contre ceux qui veulent absolument configurer la lutte antiterroriste en Afrique, qui est en fait une lutte anticolonialiste, qui est en fait une lutte anti-impérialiste. On veut absolument la transformer en guerre civile génocidaire africaine. Nous nous battrons contre cela. Nous le dénoncerons. Et nous demandons que tous ceux qui sont responsables de cette propagande, qui tentent d'assimiler terrorisme et appartenance à une ethnie, que tout cela soit mis face aux conséquences de cette propagande. C'est-à-dire qu'ils soient amenés dans les prisons où ceux qui ont commis les actes terroristes se trouvent. Et qu'ils aillent voir les groupes ethniques des terroristes là-bas. Que ceux qui prétendent qu'il existerait un génocide contre un groupe ethnique soient amenés dans les morgues, qu'ils soient amenés dans les camps militaires, qu'ils soient amenés dans les cimetières où il y a des militaires qui sont tombés au front.
qu'on leur apprenne à compter et à réciter le nom des morts. Et surtout, le nom des morts qui sont de leur ethnie, leur soi-disant ethnie là. Les morts qui ont été tués par des terroristes, mais qui sont de leur ethnie, qu'ils disent menacés là. On va leur apprendre la liste. Ils doivent réciter ça le matin, à midi, le soir. On dit voilà. Il y a eu une attaque terroriste en telle année, à tel endroit. Ce jour-là, 80 de nos soldats furent tués. Parmi les 80, il y avait 15 qui étaient de ton ethnie, que tu dis qu'on est en train de l'assassiner. Ok. Tu vas étudier leur nom. Le matin, tu viens nous raconter l'histoire de chacun. Parce que ça, c'est une foutaise absolue envers nos frères et sœurs qui sont dans les forces de défense et de sécurité partout en Afrique et qui appartiennent à l'ethnie Peul. C'est une foutaise absolue. Quand ils combattent le terrorisme, ils ne combattent pas une ethnie. Ils ne se combattent pas eux-mêmes. Ils combattent le terrorisme. Les terroristes sont des mercenaires de l'impérialisme occidental. Ils sont combattus comme tels. Il faut qu'on introduise ça dans tous les crânes. Alors, ne regardez pas l'origine ethnique des terroristes. On s'en fout de leur origine ethnique. Ce qui est important, c'est qu'ils sont punis pour leurs actes. Un terroriste qui perd la vie en perpétrant le terrorisme n'a pas perdu la vie pour son ethnie. Il a perdu la vie pour ses patrons. Les impérialistes occidentaux qui l'ont envoyé. Qu'ils aillent leur demander, que la famille aille demander aux patrons des terroristes, c'est-à-dire aux impérialistes occidentaux qui financent le terrorisme en Afrique, allez leur demander le dédommagement. Parce que ce sont eux qui donnent les armes. Ce sont eux qui donnent le renseignement satellitaire. Ce sont eux qui donnent la couverture médiatique. Ce sont eux qui donnent la visibilité politique à ces groupes terroristes. Ce sont eux qui leur donnent le tapis rouge dans leur pays. Ce sont eux. Donc, les terroristes qui sont éliminés en Afrique, si leurs familles veulent se plaindre, qu'elles s'adressent principalement aux puissances impérialistes qui ont créé Al-Qaïda et l'État islamique. On connaît leur nom. On connaît la date de création. Et on les voit maintenant se rassembler publiquement devant les Africains. Et les dirigeants africains doivent aujourd'hui faire preuve de courage. Le terrorisme n'évolue plus à visage caché. Il évolue à visage découvert. Les principaux acteurs de la déstabilisation terroriste de l'Afrique sont connus. Ils ne se cachent plus. Le concept de djihadisme a été complètement évacué. Nous avons positionné le concept de l'impérial terrorisme, qui est aujourd'hui le concept scientifiquement pertinent pour décrire la nature de la déstabilisation africaine. Alors, il faut qu'il y ait des conséquences politiques qui soient tirées de cette affaire. On ne peut pas continuer à coopérer diplomatiquement avec les puissances impériales terroristes sans conséquences. Ah non, ce n'est pas possible. Il y a un vrai problème qui se pose là. Des pays qui accordent le tapis rouge, des dirigeants qui accordent le tapis rouge aux chefs des organisations terroristes qui ensanglantent l'Afrique, mais il faut qu'il y ait des conséquences diplomatiques, des conséquences financières, des conséquences économiques. C'est le Sud global qui subit en permanence les sanctions, les sanctions, les sanctions. Mais quand vous voyez des gens qui adoubent un chef terroriste, pourquoi il n'y a pas de sanctions chez nous? Pourquoi il n'y a pas de sanctions chez nous? Pourquoi nos tribunaux, nos procureurs des républiques, dans tous nos pays africains victimes du terrorisme, ne se réunissent pas pour dire, bon voilà, nous avons connaissance de tel fait. Il s'agit d'une association de malfaiteurs, il s'agit d'une association de commission de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. Mais tel individu qui a été reconnu par l'ONU étant l'un des patrons des groupes terroristes, mais nous, on lui lance un mandat d'arrêt aussi. On l'interdit de notre territoire, il ne doit pas venir ici, etc. Il est temps que les systèmes judiciaires et politiques africains assument la vérité, parce qu'en fait, on a un mal fou en Afrique. Chez nous, en Afrique, on a un mal fou à judiciariser le terrorisme, à le traduire en termes judiciaires pertinents, en termes pénaux. On est trop lent. Alors qu'eux, ils sont pressés ici pour cataloguer les gens. Très pressés pour cataloguer les gens. Fabriquer des faux procès. Fabriquer des fiches sur les gens. Hein? Ficher les gens, c'est leur travail. En Afrique, les informations circulent, tout le monde voit qui est, quel pays accueille les terroristes, quel pays leur donne le couvert, quel est le pays même où ils se promènent dans les hôtels 5 étoiles. Tout le monde voit. Où sont les conséquences? Magistrats, où êtes-vous? Procureurs de nos républiques africaines, où êtes-vous? Nos dirigeants. On laisse uniquement l'AES, seul dans ce combat. Les autres, là, ils se taisent pourquoi? Le Nigeria qui est frappé par le terrorisme à un niveau pas possible.
Ils font quoi là? Qu'est-ce qu'ils font? Le Cameroun, qu'est-ce qu'ils font? Aucune traduction de cette question de l'agression terroriste par des mercenaires, en fait, des puissances impérialistes occidentales. Aucune traduction de tout cela dans les pratiques judiciaires. Ce qui signifie donc une complicité objective. Tout pays où les magistrats ne peuvent pas condamner, 1, les organisations terroristes, 2, les chefs terroristes, 3, les parrains officiels des groupes terroristes. Mais c'est un pays qui, de facto, est complice de ceux qui tuent sa population. Donc, non à la manipulation ethnique. Que le noble nom de l'ethnie Peul soit laissé tranquille. En Afrique, le combat, c'est contre le terrorisme et contre l'impérialisme. En Afrique, le combat, c'est contre le despotisme. Ce n'est pas le combat contre une ethnie. Si vous êtes terroriste, les Africaines et les Africains ont tout à fait le droit de vous combattre. Si vous êtes impérialiste en Afrique, les Africaines et les Africains ont tout à fait le droit de vous combattre. Vous êtes néocolonialiste en Afrique, les Africaines et les Africains ont tout à fait le droit de vous combattre. Si vous êtes un despote africain, les Africaines et les Africains ont le droit de vous combattre. C'est aussi simple que ça, quelle que soit votre ethnie. Quel que soit votre groupe ethnique. Si vous êtes cela, il est légitime et urgent que vous soyez combattus. Tel est vraiment le message que je voulais partager avec chacun et chacune d'entre vous ce soir. Non à la manipulation ethnique. Maintenant, nous sommes formés, nous savons de quoi il s'agit. Non. Arrêtons de nous regarder à travers le prisme des ethnies. Regardons-nous comme le peuple africain et entraidons-nous pour nous libérer des ennemis de notre peuple, qui sont, bien sûr, les terroristes, qui sont des mercenaires, des néocolonialistes et des impérialistes, les ennemis de notre peuple, qui sont les despotes. Voilà. Unissons-nous pour les vaincre. C'est la seule voie, franchement, du salut pour l'Afrique aujourd'hui. C'est la seule voie du salut pour l'Afrique aujourd'hui, à mon avis. Merci infiniment à celles et ceux qui ont partagé ce programme. Il est... Merci. Dédicace spéciale aux lions et lions indomptables pour la libération panafricaine du Cameroun. Nos travaux de terrain commencent bientôt. Li, pak, li, pak, li, pak. Les lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun. Béni sois-tu. Blessed be you, my dear sister Hélène Essoka, depuis la place de Montréal au Canada, pour la qualité de la mobilisation que tu continues chaque jour. Béni sois-tu à Londres, Maître Léa Tangane, pour mobiliser les citoyens africains du Royaume-Uni pour nous aider à libérer le Cameroun. Béni sois-tu Adrienne Kala au cœur de l'Allemagne. Béni soyez-vous camarades qui, à l'intérieur du Cameroun aujourd'hui, êtes mobilisés. Soyez bénis. Bientôt, le cycle de manifestation de terrain commence. Continuez à expliquer le manifeste des lions et lions indomptables de la libération du Cameroun. Continuez à vous procurer les attributs de l'union camerounaise, de l'unité camerounaise, mais la véritable, celle de la libération du Cameroun. Bientôt, le peuple camerounais, libéré des enclos mentaux, prendra par millions les rues de ce pays pour reprendre sa souveraineté des mains du pouvoir néocolonial UNC-RDPC de Paul Biya. Bonjour à toutes les grandes armées, bonsoir à toutes les grandes armées du Sahel en lutte à cet instant contre l'impérial terrorisme. La grande armée malienne, les FAMA. Soyez bénis, les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso. Infinie bénédiction aux forces armées nigériennes et notamment à la promotion 96. Soyez bénis. Je salue mes amis de la fanfare républicaine du Niger que j'ai eu le bonheur de rencontrer il y a quelques mois sur la base 501 de Niamey lors de la fête de l'armée. Bénis soyez-vous.
Défenseurs du peuple africain, où que vous soyez, qui vous battez contre les terreaux impérialistes, à cet instant précis, que la grâce de nos ancêtres angélisés et par-dessus tout du Tout-Puissant soit sur les hommes et les femmes qui se battent pour protéger l'Afrique du terreau impérialisme, de l'impérial terrorisme. Continuez à commander le maître ouvrage qui vous explique toute cette situation, et notamment le phénomène de la manipulation de l'ethnicité dont j'ai parlé aujourd'hui. Soyons forts, ne nous divisons pas sur les bases de la théorie de la domination coloniale. Ne reprenons pas les catégories coloniales à notre compte. Ne nous regardons pas comme des étrangers les uns aux autres. Nous sommes l'Afrique. L'Afrique souveraine, l'Afrique immortelle, l'Afrique éternelle, l'Afrique en mouvement vers l'accomplissement de sa puissance dans l'histoire. C'est ce que nous sommes. Et c'est par là que nous pouvons nous libérer. Merci beaucoup. Alors, vous étiez près de 5000 sur les plateformes Facebook et YouTube. Merci d'avoir partagé cette émission. Merci à vous sur TikTok pour le partage. N'oubliez pas de partager. Sur TikTok, vous étiez combien? Je le saurai tout de suite. Voilà, vous étiez 20 000 personnes en direct sur TikTok, plus les 5 000 autres, vous étiez près de plus de 25 000 en direct de cette émission. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment. J'espère que vous avez pratiqué 25 000 partages au moins de cette émission. Soyez bénis. Lili-pac, Lili-pac, Lili-pac. Bientôt, Lili-pac, partout, Lili-pac. Ça va chauffer. Bonsoir à toutes et à tous. Bonne semaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup.